Le dernier à partir. Le matin où la banque a rejeté ma demande de prêt pour la 3e fois, la conseillère m'a rendu mon dossier avec ce sourire particulier qu'ont les gens qui vous refusent quelque chose en essayant de vous faire croire que c'est pour votre bien. Elle avait 30 ans, un tailleur beige, et elle m'a dit « Monsieur Ferrara, votre profil ne correspond pas à nos critères d'acceptation actuels. » Votre profil. Comme si j'étais une case à cocher, pas un homme. J'avais 28 ans, 300 € sur mon compte, un appartement dont le loyer était en retard de 2 mois, et une idée dans la tête qui pesait plus lourd que tout le reste combiné. Je me suis levé, j'ai pris mon dossier, et avant de sortir je me suis retourné vers elle. D'accord, j'ai dit simplement. Mais je reviendrai. Elle a souri encore, le même sourire, le sourire de quelqu'un qui n'y croit pas. 5 ans plus tard, j'ai racheté le local commercial qui se trouvait juste en dessous de cette agence bancaire. C'est un détail. Mais c'est un détail qui me fait encore sourire le matin quand j'arrive au travail. Mais pour comprendre ce refus et ce qui l'a précédé, il faut reprendre depuis Marseille. Depuis le quartier de la Castellane, depuis l'enfance, depuis le début. Je m'appelle Marco Ferrara. Mon père, Enzo, était venu de Calabre à 20 ans avec l'idée de travailler 2 ans en France et de rentrer. Il était encore là 40 ans plus tard, parce que les 2 ans s'étaient transformés en mariage, en enfant, en racines qui s'étaient enfoncées dans le sol marseillais sans qu'il s'en aperçoive vraiment. Il travaillait dans la restauration, pas comme chef, pas comme patron, comme plongeur d'abord puis comme commis, dans des cuisines qui sentaient l'huile chaude et la sueur et les épices du Sud. Ma mère, Rosaria, avait grandi à Marseille, fille d'Italiens de première génération, avec cet accent marseillais que certains trouvent chantant et que d'autres trouvent vulgaire selon leur disposition du moment. Elle faisait la caisse dans une supérette du quartier, debout 8 heures par jour derrière un comptoir en verre, avec les jambes qui lui faisaient mal le soir et qu'elle trempait dans une bassine d'eau chaude avant de dormir. Je l'entendais, ces soirs-là, pousser un petit soupir de soulagement quand ses pieds touchaient l'eau. Ce soupir, je l'ai encore dans les oreilles parfois, les soirs où la journée a été longue. On était 2 enfants. Moi, l'aîné. Ma sœur Julia, de 4 ans ma cadette, qui avait hérité du caractère de ma mère, directe, têtue, capable de tenir une position sous n'importe quelle pression, et du physique de mon père, les cheveux noirs, les yeux sombres, cette façon d'occuper l'espace avec une présence naturelle sans chercher à en faire trop. L'appartement de la Castellane était au 4e étage d'un immeuble dont l'ascenseur était en panne depuis mes 12 ans. Les escaliers sentaient le béton et parfois, selon les voisins du moment, la cuisine épicée ou le tabac froid. Notre appartement sentait la sauce tomate et le café. Ces 2 odeurs-là, pour moi, sont encore aujourd'hui synonymes d'enfance, de sécurité, d'un monde dont les bords étaient étroits mais stables. Mon père m'avait transmis 2 choses fondamentales. La première, le travail est une dignité, pas une punition. Il rentrait épuisé de ses cuisines, les mains rouges d'eau chaude, mais il ne se plaignait jamais devant nous. Il disait, le travail, c'est ce que tu fais bien qui reste. Le reste, ça passe. La deuxième chose, regarder. Il m'avait appris à regarder les choses, pas seulement à les voir. Dans un restaurant, il repérait en 30 secondes où était l'efficacité et où était le gaspillage, quel serveur faisait 2 allers-retours pour ce qui saurait pu se faire en un, quelle organisation de cuisine créait des embouteillages aux heures de pointe. Le restaurant qui gagne de l'argent, c'est celui où tout le monde sait pourquoi il fait ce qu'il fait, me disait-il. Je ne comprenais pas encore ce qu'il voulait dire. Je le comprendrai beaucoup plus tard. Il y avait dans notre immeuble un voisin du 2e étage que tout le monde appelait Monsieur Paul, bien que son vrai nom fût Paul Antonini. Il avait 70 ans, les cheveux blancs, une moustache fournie, et il passait ses après-midi sur son balcon à regarder la rue avec la tranquillité d'un homme qui a décidé que regarder était une activité suffisante. Il avait été comptable toute sa vie dans une entreprise de transport qui avait fermé, et à la retraite il cultivait un jardin en pot sur son balcon avec une attention minutieuse qui faisait penser à un chirurgien. Je l'avais souvent observé enfant, grimpant les escaliers avec mes livres de bibliothèque, et il m'avait un jour interpellé depuis son palier. « Tu lis quoi » m'avait-il demandé. « Un livre sur les grandes inventions » avais-je répondu. Il avait hoché la tête. « Viens voir. » Il m'avait montré son balcon, ses plants de tomates et de basilic, ses poivrons, ses herbes. Tout ça, c'est une invention. Le jardin en pot, ça n'existait pas comme ça il y a 50 ans. Quelqu'un l'a inventé parce qu'il avait besoin de pousser de la verdure sans avoir de terre. Les meilleures inventions, elles viennent du manque. J'avais 9 ans, et je n'avais pas compris dans sa totalité ce qu'il me disait. Mais quelque chose avait retenu, quelque chose sur le manque comme source d'invention, qui ressurgirait des décennies plus tard dans un couloir de centre commercial à 2 heures du matin. L'école avait été une affaire compliquée. Pas parce que j'étais mauvais élève, j'étais plutôt dans la bonne moyenne, avec des pics en mathématiques et en histoire, mais parce que l'école dans les quartiers populaires marseillais de cette époque était une institution qui fonctionnait à mi-régime, des professeurs qui faisaient ce qu'ils pouvaient avec des classes de 35 élèves dans des salles où les fenêtres fermaient mal l'hiver. On apprenait,
mais dans une atmosphère de légère résignation collective, comme si tout le monde savait que cette école-là menait rarement vers les grandes écoles et plus souvent vers les BEP et les CAP. Ce n'était pas un jugement, c'était une observation que les élèves eux-mêmes faisaient avec un pragmatisme précoce que je trouvais à la fois réaliste et légèrement triste. Il y avait un professeur qui faisait exception. Madame Chabrier, professeure de français et d'expression orale, une femme de 45 ans aux cheveux courts et gris qui avait une façon de poser des questions qui ne ressemblait à aucun autre professeur que j'avais eu. Elle ne demandait pas quelle est la réponse. Elle demandait comment tu arrives à cette réponse. Cette nuance, répétée chaque semaine, avait fini par changer ma façon de penser, ou plutôt, par rendre consciente une façon de penser que j'avais peut-être toujours eue mais que personne n'avait encore validée. Un jour elle m'avait gardé après la classe, j'avais 16 ans, j'étais assis à l'envers sur une chaise, elle s'était appuyée contre le bureau avec ses bras croisés. « Marco, tu veux faire quoi » m'avait-elle demandé. « Je sais pas encore » avais-je répondu honnêtement. « Ça ne m'étonne pas. Mais tu as un truc rare. Tu reformules les problèmes. La plupart des gens attaquent les problèmes tels qu'ils se présentent. Toi tu prends un moment pour les poser autrement avant de chercher la solution. Ça, dans la vie, ça vaut de l'or. » Je lui avais répondu quelque chose d'anodin, peut-être merci. Mais cette phrase avait creusé son chemin quelque part. Après le bac pro en commerce, pas par passion, par pragmatisme, parce que c'était le bac qui menait au plus vite à un emploi, j'avais enchaîné 3 ans de petits boulots, caissier dans une grande surface, livreur pour une pizzeria, agent de sécurité de nuit dans un centre commercial de la périphérie. Ce dernier boulot, je l'avais gardé le plus longtemps, 18 mois, parce que les nuits de sécurité sont des nuits de solitude productive. Personne ne vous dérange, la lumière artificielle des galeries marchandes vides a quelque chose d'étrangement calme, et vous avez des heures pour penser, pour lire si vous voulez, pour observer comment l'espace commercial fonctionne même quand les clients sont absents. J'avais passé des heures à marcher dans ces couloirs vides à regarder les vitrines des boutiques, la disposition des enseignes, l'architecture des flux où les gens allaient naturellement, où ils hésitaient, où ils s'arrêtaient. Je notais des choses dans un carnet que je gardais dans la poche de mon uniforme. Je ne savais pas encore à quoi ça servirait. Je notais parce que ne pas noter me semblait être une façon de laisser passer quelque chose. Il y avait une librairie dans ce centre commercial, une petite librairie indépendante qui tenait encore malgré la concurrence des grandes surfaces culturelles, grâce à une libraire de 55 ans nommée Hélène qui connaissait ses clients par leur prénom et se souvenait de leur lecture précédente. Les nuits, derrière la vitrine fermée, je regardais la disposition des livres, les titres que j'apercevais à travers le verre. Hélène m'avait remarqué lors d'une de mes rondes diurnes de relève, debout devant sa vitrine avec un air de quelqu'un qui lit les titres sans entrer. Elle m'avait dit, depuis l'embrasure de sa porte, « Tu veux entrer ?» Je ne mords pas. Je m'étais arrêté. J'avais expliqué que je travaillais la nuit et que je passais parfois regarder les vitrines avant de rentrer. Elle m'avait dit, « Reviens quand tu veux. J'ai des livres sur les entreprises si tu es intéressé. Les bons, pas les machins de développement personnel. » J'étais revenu le lendemain. Elle m'avait donné 3 livres sur des entrepreneurs français, des gens partis de petites structures qui avaient construit quelque chose de durable. Pas des success stories américaines lissées, des histoires françaises, avec leurs aspérités, leurs erreurs, leurs moments de doute documentés. Je les avais lus en une semaine. J'étais revenu. Hélène avait souri. Je savais que tu reviendrais. Ces nuits de sécurité et ces livres d'Hélène avaient constitué ensemble quelque chose que je pourrais appeler, à distance, une formation informelle à l'entrepreneuriat. Pas théorique, pratique et biographique. La théorie viendrait plus tard, à travers Sophia et ses calculs, à travers Moutet et son réseau, à travers les erreurs qui coûtent cher. Mais la conviction que c'était possible, que des gens comme moi avaient construit des choses sans partir de rien d'autre que l'attention et l'obstination, cette conviction, elle venait de ces nuits-là. C'est pendant ce travail de nuit que j'avais rencontré Sophia. Sophia Bertrand, vigile dans le même centre commercial, affectée à une autre galerie, mais dont les rondes croisaient les miennes toutes les 2 heures dans le couloir central. On s'était d'abord salué, puis parlé par fragments lors de ces croisements nocturnes, 3 minutes ici, 5 minutes là, avec la qualité particulière des conversations qui se font dans l'obscurité et la fatigue, cette honnêteté que la nuit extrait des gens. Sophia avait 25 ans, une licence de gestion qu'elle n'avait pas su quoi faire après l'avoir obtenue, et cette clarté d'esprit des personnes qui ont appris à ne pas se raconter d'histoire. On avait commencé à se voir en dehors du travail. Un café d'abord. Puis des après-midi. Puis les après-midi étaient devenus évidents et les soirées aussi. Sophia était devenue la personne qui me demandait, en arrivant le soir, « Alors, tu as pensé à quoi aujourd'hui ?» Pas comme une question de politesse, mais comme une vraie question, la question de quelqu'un qui s'intéresse à l'intérieur des gens autant qu'à leur extérieur. Et moi je lui répondais. Je lui parlais de ce que je voyais dans le centre commercial, de comment les choses pourraient fonctionner autrement, de ce que mon père disait sur les restaurants, de cette idée qui se formait progressivement dans un coin de ma tête mais que je n'arrivais pas encore à nommer clairement. Elle écoutait.
Elle ne disait pas c'est bien machinalement. Elle posait des questions. Et ces questions m'aidaient à voir plus clairement ce que je pensais. L'idée avait pris forme une nuit de novembre, lors d'une ronde de 2 heures du matin dans la galerie alimentaire du centre. Je passais devant les devantures fermées des boulangeries, des traiteurs, d'un fromager, et je pensais à ce que mon père disait depuis toujours, que les restaurateurs marseillais gaspillaient énormément parce qu'ils travaillaient chacun de leur côté, en silo, sans mutualiser ce qui pouvait l'être. Les commandes de matières premières, les livraisons, parfois même les préparations. Un petit restaurant commande ses légumes à un grossiste, son pain à une boulangerie, sa viande à un boucher, chacun livré séparément, chacun avec ses frais de livraison, ses minimums de commandes, sa logistique propre. Si quelqu'un organisait ses approvisionnements de façon groupée pour une dizaine de restaurants d'un même quartier, il réduisait leurs coûts, simplifiait leur logistique et gagnait sa vie sur la marge de l'organisation. J'avais posé le stylo dans le couloir vide à 2h30 du matin et regardé ma note. C'était simple. C'était tellement simple que ça me semblait suspect. Les bonnes idées ne sont-elles pas supposées être complexes? Mais non. Les meilleures idées, j'allais l'apprendre, sont celles qui résolvent un problème réel de façon simple. La complexité vient après, dans l'exécution. J'en avais parlé à Sophia le lendemain matin, sur le pas de la porte de mon appartement, encore en uniforme tous les deux, les yeux cernés de la nuit. Elle avait bu son café en m'écoutant, les 2 mains sur la tasse, les coudes sur la table, sans m'interrompre une seule fois. À la fin, elle avait posé sa tasse. « C'est une idée de logisticien », avait-elle dit. « Oui. Et alors ? Et alors tu n'as jamais fait de logistique. J'ai fait agent de sécurité. Je savais pas faire ça non plus avant de le faire. » Elle m'avait regardé un moment. « Il te faut de l'argent pour démarrer. Un véhicule, du matériel de froid pour les livraisons, et au moins 3 mois pour te constituer une clientèle avant d'avoir des revenus stables. Combien tu estimes ? Minimum 20 000 € pour démarrer sérieusement. 10 000 si tu prends des risques. Je n'ai pas 20 000 €. Non, avait-elle dit. Mais tu peux les trouver. C'était dit sans enthousiasme excessif, sans promesse vague. Juste comme un fait. Le genre de phrase qui donne de l'élan précisément parce qu'elle ne surestime pas les choses. La banque m'avait refusé 3 fois. Le premier refus avait été poli et rapide, profil insuffisant, pas d'historique entrepreneurial, pas de garantie. J'étais sorti de cette première réunion avec la sensation physique d'un porte fermé, pas claqué, simplement fermé, doucement, avec politesse. J'avais marché jusqu'au Vieux-Port et j'étais resté un quart d'heure assis sur un banc à regarder les bateaux. Un refus n'était pas une fin. C'était une information. L'information était « Cette banque n'est pas le bon chemin. Il y a d'autres chemins. » Le deuxième refus avait été plus élaboré et d'une certaine façon, plus douloureux non pas parce qu'il était brutal, mais parce que la conseillère avait pris le temps de développer ses arguments d'une façon qui semblait presque raisonnable. Le secteur de la restauration était à risque. Mon manque d'expérience en gestion était une fragilité significative. Mon absence de garantie personnelle limitait les possibilités. J'avais écouté tout ça avec cette politesse contractée de quelqu'un qui entend des arguments contre lesquels il ne peut pas vraiment argumenter dans ce contexte, parce que les règles du jeu de cet endroit-là ne lui appartiennent pas. Sophia m'avait attendu dans un café en face de l'agence. Quand j'étais entré, elle avait vu ma tête, et elle avait juste poussé une tasse de café vers moi sans rien dire. On avait bu en silence. Puis elle avait dit, 2 sur 3. C'est le dernier. Oui, avais-je répondu. Le troisième refus était celui du tailleur beige et du sourire professionnel. J'avais été parfaitement préparé pour ce dernier rendez-vous, dossier affiné, projection recalculée, argumentaire rodé. Ça n'avait pas suffi. La conseillère avait lu mon dossier avec cette expression de quelqu'un qui a déjà décidé avant de lire. Votre profil ne correspond pas à nos critères d'acceptation actuels. J'avais dit merci. Je m'étais levé. Et avant de sortir, j'avais dit, je reviendrai. Elle avait souri avec cette politesse professionnelle qui ne croyait pas à ce qu'elle souriant. Je lui en voulais pas. Elle ne pouvait pas savoir. Après ce troisième refus, j'étais sorti de l'agence. J'avais marché 15 minutes dans les rues du centre-ville de Marseille, et j'avais appelé mon père. Papa, les banques ne veulent pas me prêter. Un silence. Les banques ne prêtent pas aux gens qui ont besoin d'argent. Elles prêtent aux gens qui en ont déjà, avait-il répondu avec ce pragmatisme tranquille qui était sa façon de dire les choses sans les dramatiser. Alors qu'est-ce que je fais? Tu trouves quelqu'un qui croit en toi avant que les chiffres le prouvent. Ça existe. Ces gens-là. Il faut juste les trouver. Ces gens-là, j'avais mis 6 semaines à les trouver. Un réseau associatif d'accompagnement à la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires, Initiative Marseille Métropole, qui proposait des prêts d'honneur à taux zéro pour les porteurs de projets sans accès au financement bancaire classique. J'avais préparé mon dossier avec Sophia pendant 3 week-ends consécutifs, affinant les projections, documentant le marché,
construisant le modèle économique avec une précision que Sophia, avec sa licence de gestion, m'avait aidé à rendre rigoureuse et lisible. Le jury du prêt d'honneur était composé de 7 personnes, des entrepreneurs locaux, un représentant de la chambre de commerce, une comptable et un banquier retraité. J'avais pitché pendant 20 minutes. Les questions avaient duré 1 heure. Le chef de projet de l'association, un homme de 50 ans nommé Richard Moutet, m'avait rappelé le lundi suivant. Monsieur Ferrara, le jury vous accorde un prêt d'honneur de 12 000 €. Avec la levée de fonds complémentaire auprès de la BPI que nous allons vous aider à monter, vous devriez atteindre votre objectif de démarrage. J'avais dit merci. J'avais raccroché. Sophia était assise en face de moi à la table de la cuisine. Elle m'avait regardé raccrocher. C'est bon? Avait-elle demandé. C'est bon. Elle n'avait pas crié, pas sauté. Elle avait juste hoché la tête avec cette expression satisfaite de quelqu'un dont le calcul s'est avéré juste. Puis elle avait dit, on mange quelque chose ce soir pour fêter ça. Pas dans un grand restaurant. J'ai envie de pizza. On avait mangé une pizza dans une petite place du panier. C'était la meilleure pizza de ma vie, et ce n'était pas à cause de la pâte. Frigo Sud avait été immatriculé le 3 mars. Le nom était de moi, Frigo pour le transport frigorifique, Sud pour Marseille et pour tout ce que ce mot évoquait de chaleur et de caractère. Un camion frigorifique d'occasion acheté 15 000 km de plus que raisonnable, mais révisé par un garagiste que mon père connaissait et qu'il avait certifié bon pour 5 ans. Un téléphone, des cartes de visite et une liste de 122 restaurants marseillais que j'avais compilés en 3 semaines de recherche, classés par quartier, par type de cuisine, par taille estimée, avec une note sur les probabilités d'intérêt pour mon service. Le premier client s'appelait Rachid Anachi, propriétaire d'un restaurant de cuisine maghrébine dans le quartier du Cours Julien, que mon père connaissait vaguement de réputation. J'avais pris rendez-vous en son nom. Rachid m'avait reçu entre le service du midi et la préparation du soir, dans sa petite cuisine où l'odeur du cumin et de la coriandre imprégnait les murs depuis des années. Il avait 50 ans, les cheveux gris aux tempes, un tablier qui avait vécu beaucoup de services, et le regard direct des hommes qui ont appris à lire les gens vite. Ton père m'a dit que tu avais un service de mutualisation des approvisionnements, avait-il dit en s'essuyant les mains sur son tablier. Explique-moi concrètement. Vous commandez vos légumes où en ce moment? À un grossiste du marché d'intérêt national. Livraison le mardi et le vendredi. Vous payez la livraison? 20 € par livraison. 40 par semaine, 2000 par an. Moi je facture 15 € par livraison parce que je les mutualise entre plusieurs restaurants du quartier. Vous économisez 5 € par livraison, vous avez la même qualité, et vous n'avez plus à gérer les créneaux de livraison vous-même. Rachid m'avait regardé. Et toi, tu gagnes ta vie comment? Sur le volume. Si j'ai 10 restaurants dans le quartier, j'ai une livraison groupée qui me coûte 30 € de carburant et de temps, que je facture 150 €. La marge est à moi. Ça marche que si tu as assez de clients groupés. Exactement. C'est pour ça que je vous propose un mois d'essai à 10 € la livraison. Si vous êtes satisfait, on passe au tarif normal. Si vous ne l'êtes pas, vous ne me devez rien. Rachid avait regardé ses mains un moment. Le bruit de la rue entrait par la fenêtre entr'ouverte de la cuisine, avec les voix et les scooters du Cours Julien. D'accord pour un mois, avait-il dit finalement. Mais si une seule livraison est en retard ou si la qualité n'est pas là, tu repars. Je n'ai pas le temps de gérer les problèmes des fournisseurs en plus des miens. Compris. On s'était serré la main. Sa poignée était ferme et sèche, la poignée d'un homme qui travaille de ses mains depuis longtemps. Ce mois d'essai chez Rachid avait été un mois de travail à une intensité que je n'avais pas encore connue. Je me levais à 4 heures du matin pour être au marché avant les autres acheteurs. Je négociais les prix avec les grossistes en achetant pour plusieurs restaurants à la fois, ce qui me donnait un pouvoir d'achat que ces restaurants n'auraient pas eu seuls. Je livrais avant les ouvertures. Je documentais chaque commande avec une précision méticuleuse. Je répondais aux appels à toute heure. Ce mois d'essai chez Rachid avait été un mois de travail à une intensité que je n'avais pas encore connue. Je me levais à 4 heures du matin pour être au marché avant les autres acheteurs. Je négociais les prix avec les grossistes en achetant pour plusieurs restaurants à la fois, ce qui me donnait un pouvoir d'achat que ces restaurants n'auraient pas eu seuls. Je livrais avant les ouvertures. Je documentais chaque commande avec une précision méticuleuse. Je répondais aux appels à toute heure. Les matins au marché de gros constituaient un monde en eux-mêmes. Un monde qui fonctionnait sur des règles non écrites que j'avais mis plusieurs semaines à comprendre. Il y avait des allées, des grossistes installés depuis 20 ans avec leurs habitudes et leur territoire, des codes de regard et de hochement de tête entre professionnels, des prix qui variaient selon que vous étiez un nouveau venu sans histoire ou quelqu'un de connu dont la parole valait garantie. Dans les premières semaines, j'avais eu droit au prix des inconnus, correctement, pas exagérément, mais sans le bénéfice du doute que les relations apportent. Je prenais note des prix affichés, je comparais entre les stands, je revenais le lendemain et le surlendemain, et progressivement les visages avaient commencé à me reconnaître. Un grossiste en légumes du midi, un homme de 60 ans avec une voix de stentor et des avant-bras comme des jambons,
m'avait dit lors de ma 3e semaine, t'es l'électricien qui fait les restos. L'approvisionnement pour les restos, oui, avais-je corrigé. Il avait souri. Fais voir ta liste. J'avais montré. Il avait regardé. T'achètes pour combien de restos? 3 pour l'instant. J'en ai 5 en discussion. Si t'arrives à 10, je te donne moins 2 € sur les tomates. Si t'arrives à 15, moins 2 sur tout. C'était ma première négociation de volume. J'avais serré la main. Il s'appelait Henri. On se serre encore la main tous les matins, 7 ans plus tard. Au bout de 3 semaines, Rachid m'avait appelé. Ferrara, j'ai parlé de toi à 2 collègues restaurateurs du quartier. Ils veulent te rencontrer. 2 clients supplémentaires. Puis, par ces 2-là, 3 autres. À la fin du 2e mois, Frigo Sud avait 7 clients réguliers dans 3 quartiers de Marseille. Ce n'était pas encore rentable au sens strict du terme, je me payais à peine, je dormais peu, je mangeais vite, mais c'était réel, et le réel a une texture que les projections sur papier n'ont jamais. Il y avait eu un moment difficile au 4e mois, un moment que je n'avais raconté qu'à Sophia et que je n'ai jamais mentionné à mes parents. Le camion était tombé en panne un mercredi matin, une panne de compresseur frigorifique, à 7 heures du matin avec 80 kilos de viande à bord et 5 restaurants à livrer avant 9 heures. J'avais appelé 6 garagistes, aucun de disponible dans les délais. J'avais appelé une société de location de camionnettes frigorifiques, la seule disponible était à Aix-en-Provence, à 1 heure de route. J'avais calculé le temps, les livraisons, les températures ambiantes. Ce n'était pas faisable sans dépasser les limites de conservation de certains produits. J'avais alors appelé chacun de mes clients pour leur expliquer la situation, en proposant 2 options, livraison décalée en fin de journée avec garantie de qualité ou remboursement intégral des commandes. Tous avaient accepté la livraison décalée. Rachid m'avait dit, t'as appelé avant que ça soit un problème. C'est ça la différence avec les autres. J'avais réparé le camion à mes frais, 3200 € qui avait vidé presque entièrement ma trésorerie de précaution. Le soir, épuisé, j'avais appelé Sophia depuis le parking du garagiste. 3200 €, avais-je dit. On l'a. Maintenant, non. Un silence. Combien il nous reste? 2 mois de charge. Pas 3. Alors on a 2 mois pour reconstituer. C'est faisable. Si rien d'autre ne casse. Si rien d'autre ne casse, avait-elle répété, comme si valider l'hypothèse suffisait à la rendre vraie. On avait reconstitué en 6 semaines. Rien d'autre n'avait cassé. Mais pendant ces 6 semaines, j'avais compris quelque chose que les livres d'Hélène n'avaient pas dit clairement, que tenir une entreprise, ce n'est pas seulement avoir une bonne idée et travailler dur. C'est aussi avoir la capacité de traverser les moments où tout ce qu'on a construit tient à un compresseur frigorifique en panne un mercredi matin. C'est une capacité qu'on ne sait pas si on a avant d'être dedans. Et on ne peut pas la développer autrement qu'en étant dedans. Sophia avait quitté son travail de vigile au 4e mois pour rejoindre Frigo Sud à plein temps. Ce n'était pas une décision que j'avais demandée, c'était elle qui l'avait proposée, avec cette façon qu'elle avait de présenter les décisions importantes comme de simples conclusions logiques. Tu as besoin de quelqu'un qui gère l'administration et la relation client pendant que tu te concentres sur la logistique. Je peux faire ça. Et ta licence de commerce plus ta connaissance de l'entreprise vaut ce que tu me paies, à terme. À terme. Ce mot pesait quelque chose. Sophia ne prenait pas des risques à la légère. Quand elle disait à terme, elle avait calculé. La fin de la première année avait été marquée par un événement que je n'avais pas anticipé. Un article dans la Provence, le quotidien régional, qui consacrait une demi-page aux nouvelles initiatives entrepreneuriales dans les quartiers nord. Un journaliste m'avait contacté après avoir entendu parler de Frigo Sud par le réseau Initiative Marseille Métropole. L'article était bien écrit, honnête, et il contenait mon nom et une description du service. Le lundi après la parution, j'avais reçu 14 appels de restaurateurs intéressés. 14 appels en un jour. Sophia avait passé la journée à répondre au téléphone avec une patience qui contrastait avec l'électricité de la situation. Moi j'avais passé la journée sur les routes, à livrer, parce que les clients existants devaient continuer à être servis quoi qu'il arrive. Le soir, on s'était retrouvés à la table de la cuisine avec les notes des appels et on avait fait le tri qui était sérieux, qui était dans nos zones de livraison existantes, qui pouvaient attendre. On avait ajouté 6 clients dans le mois qui avait suivi l'article. Le chiffre d'affaires avait presque doublé. Ce que l'article avait aussi apporté, de façon inattendue, c'était une invitation à intervenir dans un forum de la Chambre de métiers de Marseille sur le thème « Nouvelle forme de service aux artisans et commerçants ». J'avais d'abord refusé, je n'étais pas un orateur, je n'avais rien de particulier à dire à un forum, et puis Sophia m'avait dit « Marco, tu vas parler de ton entreprise à des gens qui pourraient devenir tes clients ou te recommander. Ce n'est pas une conférence sur la philosophie, c'est du business. » J'avais accepté. L'intervention avait duré 20 minutes dans une salle de réunion de la Chambre de métier,
avec une trentaine de personnes dans le public, dont la moitié regardait son téléphone. J'avais parlé simplement, sans diaporama, debout devant eux, en décrivant concrètement le problème que je résolvais et comment. À la fin, 5 personnes étaient venues me voir. 2 étaient devenus clients dans le mois. C'était la première fois que je comprenais vraiment ce que parler de son travail voulait dire, pas se vendre, pas convaincre, juste décrire un problème réel et sa solution réelle. Les gens qui ont ce problème se reconnaissent. La deuxième année avait apporté une complication que j'aurais dû voir venir, et que je n'avais pas voulu voir parce que je n'avais pas encore appris à regarder les menaces en face quand la croissance était là pour les masquer. Un concurrent avait émergé, une jeune entreprise créée par 2 anciens de l'école de management de Marseille, bien financée, avec une application mobile et une promesse de service plus technologique. Ils s'appelaient Foodlink, ils avaient une charte graphique propre, un site web qui ressemblait à quelque chose, et un discours commercial sophistiqué qui faisait très bien dans les réseaux professionnels de restaurateurs. J'avais entendu parler d'eux par Rachid, qui me l'avait dit directement, comme il disait toujours les choses. Foodlink vient de me faire une proposition, m'avait-il dit un matin en recevant sa livraison. J'avais posé la caisse de légumes. À quel prix? 12 € la livraison contre tes 15. Et une application pour passer les commandes en temps réel. Et la qualité des produits? Ils m'ont fait un essai la semaine dernière, pendant que tu étais en vacances. Je n'avais pas pris de vacances. Rachid le savait. C'était sa façon de me dire qu'il avait essayé Foodlink sans me le dire. Et pas mauvais, avait-il dit avec honnêteté. Mais les légumes n'avaient pas la même fraîcheur que les tiens. Et le livreur était en retard de 20 minutes. Donc tu restes. Pour l'instant. Mais si leur qualité s'améliore et que l'écart de prix reste, il faudra qu'on parle. C'était une conversation honnête, elle méritait une réponse honnête. En rentrant ce jour-là, j'avais appelé Sophia depuis le camion. Foodlink gagne du terrain. Rachid m'a dit qu'il les a essayés. Un silence. On savait que ça arriverait, avait-elle dit. La question c'est ce qu'on fait maintenant. On peut pas se battre sur les prix. Ils ont des investisseurs, on a des marges serrées. Alors on se bat sur autre chose. Sur quoi on est irremplaçable. J'avais conduit un moment en silence. La relation, avais-je dit. Je connais leur cuisine, leurs habitudes, leur planning. Je sais que Rachid a besoin de coriandre fraîche le jeudi parce qu'il fait son tagine du vendredi matin tôt. Je sais que la brasserie de la rue Paradis commande toujours plus de pommes de terre le mercredi parce qu'ils ont des résidents d'une maison de retraite voisine le jeudi. Une application ne sait pas ça. Exactement, avait dit Sophia. Alors on formalise ça. On crée des profils clients documentés. On anticipe leurs besoins avant qu'ils les formulent. On devient tellement intégré dans leur fonctionnement qu'ils ne peuvent plus s'imaginer sans nous. C'était ce qu'on avait fait. Pendant les 3 mois suivants, j'avais rencontré individuellement chacun de nos 23 clients pour un bilan personnalisé, 1 heure de conversation sur leurs besoins spécifiques, leur saisonnalité, leur challenge d'approvisionnement. On avait construit des profils détaillés pour chaque restaurant. On avait commencé à anticiper les commandes, à prévenir des hausses de prix sur certains produits à l'avance, à proposer des alternatives quand un produit était en rupture. Pas de technologie sophistiquée, juste une attention humaine systématisée. Foodlink avait perdu 3 de nos clients en 6 mois, puis les avait reperdus au bout de 4 mois. La technologie sans la relation ne suffisait pas dans un secteur où les restaurateurs travaillent sous pression permanente et ont besoin d'un fournisseur qui comprend leurs contraintes, pas seulement d'une interface qui les traite. Foodlink avait revu son modèle 6 mois plus tard et s'était repositionné sur un autre segment de marché. On avait continué. Ce que l'épisode Foodlink m'avait appris, ce n'était pas que la technologie était une menace, c'était que la technologie sans la substance humaine est une promesse vide dans certains secteurs. Les restaurants fonctionnent sur la confiance et la continuité. Mon livreur qui connaissait par son prénom le chef de cuisine, qui savait qu'il fallait laisser les caisses de légumes dans le couloir de gauche et pas dans le couloir de droite parce que ça bloquait le passage vers la chambre froide, qui prévenait la veille quand la qualité des tomates était moins bonne que d'habitude, ce livreur-là valait une interface graphique et une barre de progression qui indique en route. Je n'avais pas développé ce service par calcul. Je l'avais développé parce que c'est ma façon naturelle d'être avec les gens. Foodlink m'avait aidé à comprendre que cette façon naturelle était aussi un avantage compétitif. C'est une chose utile à savoir sur soi-même. Théo, notre premier salarié, avait joué un rôle décisif dans la fidélisation des clients pendant cette période de pression concurrentielle. Il avait 22 ans et cette façon des gens du bord de mer de prendre les choses sans se les mettre sur les épaules, légèrement, avec humour, sans perdre sérieux pour autant. Les clients l'aimaient. Rachid, qui ne complimentait jamais sans raison, m'avait dit un matin « Ton Théo, il a quelque chose. Il arrive et la cuisine se détend. » J'avais transmis le compliment à Théo. Il avait haussé les épaules avec un sourire. « Je fais juste mon travail. »
C'est exactement ça le truc, avais-je répondu. Il n'avait pas compris ce que je voulais dire. Peut-être que ça n'avait pas d'importance. La troisième année avait été celle de la vraie décision. Une décision difficile, qui avait failli briser quelque chose entre Sophia et moi, et qui avait tout changé. Il y avait, depuis plusieurs mois, un restaurateur avec qui j'avais des discussions informelles sur un projet différent. Non plus la livraison d'approvisionnement, mais la création d'une centrale d'achat commune, une structure formelle qui regroupait plusieurs restaurants pour négocier directement avec les producteurs, en contournant les grossistes intermédiaires. Le restaurateur s'appelait Antoine Ferrier. Il avait 2 établissements dans le quartier de la Plaine et une vision du secteur qui ressemblait à la mienne. Construire la centrale d'achat demandait un investissement pas énorme, mais réel et surtout du temps. Du temps que je n'avais pas sans réduire mon attention à Frigo Sud. Sophia était contre. On en avait parlé plusieurs soirs de suite, à la table de la cuisine, avec ce genre de tension silencieuse des désaccords importants qui ne se règlent pas vite. On consolide Frigo Sud d'abord, avait-elle dit. La centrale d'achat, c'est bien sur le papier, mais c'est une structure supplémentaire, une gouvernance à construire avec Ferrier, des risques nouveaux. On n'est pas prêt. Si on attend d'être prêt, quelqu'un d'autre le fera, avais-je répondu. Si on se disperse trop tôt, on fragilise ce qu'on a déjà construit. On peut gérer les deux. Comment? Avait-elle demandé, et ce n'était pas une question rhétorique. C'était une vraie question qui attendait une vraie réponse. Je n'avais pas eu de réponse immédiate. Et l'absence de réponse immédiate était, dans un sens, déjà une réponse. On s'était tu. La fenêtre de la cuisine était ouverte sur la nuit marseillaise, avec les bruits de la rue qui montaient, des voix, le bruit d'un scooter, une musique lointaine. Sophia avait les mains posées à plat sur la table, la façon qu'elle avait quand elle avait dit ce qu'elle avait à dire et attendait. Donne-moi 2 semaines pour monter un plan qui montre comment on gère les deux sans se disperser, avais-je finalement dit. D'accord. 2 semaines. Ces 2 semaines avaient été intenses. J'avais cartographié le temps disponible, les ressources humaines, les besoins de chaque structure, les risques, les synergies possibles. J'avais aussi parlé à Moutet, de l'association Initiative Marseille Métropole, qui connaissait notre parcours depuis le début et qui avait cette sagesse pratique des gens qui ont accompagné des centaines de créateurs d'entreprises. Ferrara, m'avait-il dit lors d'un déjeuner, la vraie question n'est pas est-ce que vous pouvez gérer les deux. La question est est-ce que votre association avec Sophia tient si vous prenez ce risque. Parce que dans une petite entreprise, les désaccords stratégiques entre associés tuent plus de projets que le manque de financement. Cette phrase m'avait arrêté. Et comment vous le savez? Avais-je demandé. Parce que je l'ai vu 50 fois. Et parce que vous ne m'avez pas dit ce que Sophia en pense, vous m'avez dit ce que vous voulez faire. Ça, c'est déjà un signal. J'étais rentré ce soir-là et j'avais eu une conversation différente avec Sophia. Pas sur le projet, pas sur les chiffres. Sur nous. Sur comment on prenait des décisions, sur ce que ça voulait dire de construire quelque chose ensemble, sur le fait que si l'un de nous deux n'était pas convaincu, avancer quand même créait une fracture qui grossissait avec le temps. Tu as raison d'avoir des doutes, avais-je dit. Pas sur le projet en lui-même. Sur le moment. Elle m'avait regardé. Qu'est-ce qui a changé? Moutet m'a dit une chose qui m'a fait réfléchir. Si on n'est pas aligné, on peut aller là où je veux aller, mais on n'y arrivera pas ensemble. Et moi je ne veux pas y arriver seul. Sophia avait gardé le silence quelques secondes. Puis, alors on reporte la centrale d'achat à la 4e année. On passe ces 12 mois à renforcer Frigo Sud, à embaucher un 3e livreur, à structurer correctement. Et dans 1 an, on réévalue avec des bases plus solides. D'accord. Tu n'es pas déçu? Si. Un peu. Mais je suis plus content d'avoir eu cette conversation que d'avoir pris ma décision tout seul. Elle avait souri. Pas le grand sourire des grandes occasions. Le petit sourire intérieur qui chez elle valait plus que n'importe quel discours. On avait fait ce qu'on avait dit. La 3e année avait été consacrée à la consolidation. On avait recruté Théo, 22 ans, fils d'un pêcheur de Sète qui avait l'habitude des horaires impossibles et ne se plaignait jamais. On avait installé un vrai système de gestion des commandes, pas une application sophistiquée, mais un tableur partagé que tout le monde mettait à jour en temps réel, simple et fiable. On avait négocié avec 5 nouveaux grossistes pour diversifier nos sources d'approvisionnement et réduire notre dépendance à un seul fournisseur. Et on avait augmenté nos tarifs de 2 € par livraison, parce que nos clients savaient maintenant ce qu'on valait et parce que Sophia avait fait les calculs et dit que c'était nécessaire et raisonnable. Aucun client n'était parti. La centrale d'achat avait finalement été lancée en début de 4e année, avec Antoine Ferrier et 2 autres restaurateurs comme fondateurs clients. Elle s'appelait Provision Sud, et elle avait été construite sur les bases solides que Frigo Sud lui avait données, la connaissance des producteurs régionaux, les relations établies avec les grossistes, la réputation d'un service fiable. Les 2 structures travaillaient en symbiose naturelle. Provision Sud négociait les prix et les volumes,
Frigo Sud assurait la logistique de distribution. C'était une articulation que j'avais vue dans ma tête depuis longtemps, comme deux pièces d'un même mécanisme qui attendaient qu'on les assemble au bon moment. Le lancement officiel de Provision Sud avait donné lieu à une réunion dans l'arrière-salle du restaurant de Ferrier, une salle aux murs couverts de vieilles affiches de corrida et de photographies de plats, qui sentaient le gariguette et la lavande des herbes de Provence. Il y avait 7 personnes autour de la table, dont Sophia qui avait préparé le document de gouvernance de la structure avec une précision qui avait impressionné Ferrier. « Votre associé a fait ça », avait-il dit en feuilletant les pages. « En 2 semaines », avais-je répondu. Il avait regardé Sophia. « Vous avez fait des études de droit ?» De gestion, avait répondu Sophia sans lever les yeux de ses notes. Mais le droit des sociétés, j'ai appris sur le tas. Ferrier avait souri. Les meilleures personnes que je connais ont appris sur le tas. Ce moment était le bon résumé de ce que j'avais compris depuis le début, que les diplômes ouvrent des portes, mais que ce qui se passe derrière les portes ne dépend pas des diplômes. Ça dépend de la façon dont on apprend à faire ce qu'on ne sait pas encore faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend seulement en faisant. Ce moment était arrivé parce qu'on avait attendu qu'il soit le bon. Pas parce qu'on avait attendu passivement, mais parce qu'on avait utilisé le temps de l'attente pour construire ce qui rendrait l'assemblage possible. C'est une leçon que je n'aurais pas pu formuler à 28 ans, debout devant la conseillère bancaire au tailleur beige. À 32 ans, elle était devenue une évidence. Mon père avait eu un problème de santé en milieu de 4e année, un infarctus sans gravité, traité rapidement, qui n'avait laissé aucune séquelle sérieuse. Mais qui avait changé quelque chose dans la famille, dans la façon dont on se voyait. Ma mère avait pris quelques semaines de congé de son supermarché pour rester auprès de lui. Julia, ma sœur, était venue de Toulon où elle vivait avec son compagnon. Et moi, pendant ces semaines, j'avais passé des après-midi à l'appartement de la Castellane à rester avec mon père, assis dans la cuisine qui sentait toujours la sauce tomate et le café, à parler de choses dont on n'avait pas parlé avant. Les premières visites à l'hôpital, dans cette chambre à 2 lits avec sa fenêtre sur le parking et son téléviseur en hauteur que mon père regardait sans vraiment le regarder, avait eu cette qualité particulière des moments où la peur de perdre quelqu'un vous force à dire ce que vous différez d'habitude. Mon père n'était pas un homme de grand discours. Il parlait par fragments, par observation, par métaphore culinaire parfois, une habitude de 20 ans en cuisine. Un soir où je restais plus tard que d'habitude, après que ma mère et Julia étaient rentrées, il m'avait regardé depuis son lit avec cette attention fatiguée mais lucide des convalescents. « Tu es heureux dans ce que tu fais » m'avait-il demandé directement. C'était la première fois qu'il me posait cette question. Non pas ça marche, où tu gagnes ta vie. Mais heureux. Oui, avais-je répondu. Pas tous les jours. Mais oui, c'est tout ce qui compte. Le reste, c'est du détail. Il avait fermé les yeux. J'étais resté encore un moment dans le silence de la chambre, avec le bruit lointain de l'hôpital qui filtrait sous la porte, et j'avais pensé à tous les après-midi où il m'avait regardé démonter des serrures dans le couloir de l'appartement, sans rien dire mais sans jamais m'en empêcher non plus. Il y a des formes de confiance qui ne s'expriment pas. Elles se vivent, et on les reconnaît en retard, quand il est encore temps de les nommer. Un après-midi de sa convalescence à la maison, il m'avait dit quelque chose que je n'oublierai pas. « Marco, quand j'avais ton âge, j'aurais pu faire ce que tu fais. J'avais les idées. Mais je n'ai jamais cru que c'était pour moi. Les gens comme nous, on travaille pour les autres. Ça, c'était dans ma tête. Toi tu l'as sorti de ta tête. C'est ça la différence. » Je l'avais regardé, cet homme de 60 ans avec ses mains rouges d'eau chaude et ses 20 ans de plonge et son regard encore vif. Tu m'as appris à regarder les choses, papa. C'est toi qui m'as donné l'outil. Il avait haussé les épaules à la façon calabraise, pas de fausse modestie, juste une constatation. L'outil, peut-être. Mais toi tu l'as utilisé. Ma mère avait apporté du café à ce moment-là, et la conversation s'était déplacée sur autre chose. Mais ces quelques phrases-là étaient restées dans l'air de la cuisine, mêlées à l'odeur du café. La 5e année avait apporté ce que je n'osais pas encore appeler la réussite, parce que le mot me semblait trop définitif pour une aventure qui continuait. Frigo Sud assurait l'approvisionnement de 47 restaurants dans 5 quartiers marseillais. Provision Sud groupait les achats pour 32 établissements et avait étendu ses partenariats à des producteurs du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. On avait 6 salariés. Sophia avait formalisé notre structure en groupe avec une holding qui chapeautait les 2 entités, parce que l'organisation comptable et fiscale avait atteint un niveau de complexité qui demandait ce cadre. Julia, ma sœur, avait décidé de nous rejoindre en début de 5e année. Elle m'avait appelé un soir de janvier avec ce ton légèrement trop casual qu'ont les gens quand ils veulent demander quelque chose mais ne savent pas comment l'amener. « Marco, je pensais, si vous avez besoin de quelqu'un pour développer la relation avec les producteurs en direct, je connais du monde dans le Var et dans les Alpes d'Haute-Provence. Tu veux rejoindre l'entreprise ?» Un silence. « Si vous avez besoin, oui. On a besoin. Depuis 6 mois.
Mais je voulais que tu le proposes toi-même. Pourquoi? Parce que si c'est mon idée, tu fais ça pour m'aider. Si c'est la tienne, tu le fais parce que tu le veux vraiment. Ça change tout. Elle avait ri. Tu es énervant. Je sais. Tu commences quand? Julia avait pris en charge le développement des partenariats avec les producteurs locaux, une mission qu'elle avait abordée avec l'énergie de quelqu'un qui retrouve quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps sans savoir le nommer. Sa connaissance des terroirs du Var et des Alpes, ses facilités relationnelles, sa façon directe de négocier sans se perdre dans les politesses inutiles, tout ça avait accéléré en 6 mois ce qu'on aurait peut-être mis 2 ans à construire seul. Rachid, notre premier client, était devenu au fil des ans quelque chose qui ressemblait à un ami, même si le mot est compliqué dans une relation professionnelle. Il m'avait dit un jour, lors d'un déjeuner à son restaurant, entre le service du midi et la préparation du soir, la même position que lors de notre premier rendez-vous 6 ans plus tôt, quelque chose que j'avais trouvé juste et qui m'avait fait penser à mon père. Il avait dit, « Marco, tu sais ce qui est rare dans ce métier? Les gens qui viennent pas pour prendre. Toi tu es venu en proposant quelque chose de juste pour tout le monde. Les fournisseurs, les restaurants, toi. Quand tout le monde gagne, ça tient. Quand quelqu'un essaie de trop gagner sur les autres, ça casse. » Il avait bu son café. Ton père t'a bien élevé. Je lui avais dit que j'allais le répéter à mon père. Il avait ri. Dis-lui que j'attends qu'il vienne manger ici. Pour lui c'est gratuit. Mon père était venu le mois suivant, un dimanche, avec ma mère. Rachid les avait installés à la meilleure table, près de la fenêtre qui donnait sur le cours Julien, et leur avait apporté lui-même les plats, ce qu'il ne faisait jamais. Ma mère avait dit, en remontant dans la voiture après le déjeuner, « On mange bien dans tes restaurants, Marco. » Elle voulait dire, tu as construit quelque chose de réel, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui a un goût. C'était, venant d'elle, le meilleur compliment possible. Et le local commercial sous l'agence bancaire qui m'avait refusé 3 fois. Je l'avais racheté le premier mois de la 5e année, quand le propriétaire avait mis en vente. Ce n'était pas une vengeance stratégique. C'était un local bien situé, dans une rue passante du centre-ville, dont la superficie convenait à une extension de nos bureaux administratifs. Mais je mentirais si je disais que le choix de ce local en particulier n'avait rien à voir avec ce mardi matin du tailleur beige et du sourire professionnel. Le jour où j'avais signé l'acte d'achat chez le notaire, Sophia était à côté de moi. En sortant, elle m'avait pris le bras dans la rue. « Tu penses à la conseillère » avait-elle dit. « Un peu. Elle t'a dit que ton profil ne correspondait pas. » « Oui. » « Et maintenant tu es propriétaire du local sous son agence. » « Oui. » « Tu vas lui dire » J'avais réfléchi. « Non. » Elle faisait son travail. Et quelque part, ces refus m'ont forcé à chercher d'autres chemins qui étaient meilleurs que le prêt bancaire. Sophia avait souri. « Bien, » avait-elle dit simplement. On avait continué à marcher dans la rue ensoleillée de Marseille, avec la lumière d'octobre qui donnait aux façades cette teinte chaude et dorée que la ville garde longtemps après l'été. Rachid nous avait appelés ce soir-là pour nous inviter à dîner au restaurant, pour fêter votre local, parce que les nouvelles vont vite dans les réseaux de restaurateurs. Théo avait apporté une bouteille de rosé de Provence. Mon père et ma mère étaient là aussi. Ma mère avait mis sa robe des grandes occasions, ce bleu marine qu'elle gardait pour les moments qui méritent d'être habillés. Julia était venue de Toulon exprès pour la soirée, arrivant avec 30 minutes de retard et l'excuse improbable d'un bouchon sur la 50 que personne ne croyait, mais que tout le monde acceptait parce que c'était Julia. À un moment du dîner, mon père avait levé son verre. À Marco, avait-il dit. Et à Sophia. Et à tous ceux qui ont aidé. C'était court. C'était suffisant. On avait bu. Ce matin, en arrivant au bureau du nouveau local, les cartons n'étaient pas encore tous défaits. L'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du café que Théo avait mis à chauffer avant tout le monde. J'avais regardé par la fenêtre la rue qui s'animait progressivement. Les commerçants qui ouvraient leurs rideaux. Les premiers passants. La lumière grise et fraîche du matin qui deviendrait blanche et chaude avant midi. Sur le rebord de la fenêtre, j'avais posé il y a quelques jours un objet que j'avais retrouvé dans un carton de déménagement. Le premier carnet dans lequel j'avais noté mes observations de nuit au centre commercial. Une couverture noire, des pages gondolées par l'humidité d'un hiver, une écriture serrée de quelqu'un qui écrit vite pour ne pas perdre le fil de ce qu'il pense. Je l'avais ouvert au hasard et était tombé sur une page de novembre, 2h30 du matin, dans la galerie alimentaire. J'avais écrit « Chaque restaurant commande seul. Pourquoi pas ensemble ?» Suivi d'un point d'interrogation. Suivi d'une liste de questions, de calculs approximatifs, de points d'interrogation encore. Le début de tout, griffonné sur 4 lignes dans un carnet de vigile de nuit. Sophia était arrivée dans mon dos, une tasse de café dans chaque main, et elle avait regardé par-dessus mon épaule. « C'est le premier carnet ?»« Oui. »« Tu l'avais perdu ?»« Dans un carton. »« Il est réapparu. » Elle avait posé une tasse à côté du carnet ouvert.
On avait regardé tous les deux la page, les 4 lignes, les points d'interrogation. Tu savais déjà, avait-elle dit. Je ne savais rien encore. Je posais juste la question. Poser la bonne question, c'est déjà presque la réponse. J'avais pensé à Madame Chabrier, qui disait comment tu arrives à cette réponse plutôt que quelle est la réponse. J'avais pensé à Monsieur Paul sur son balcon, et au plan de tomates, et à les meilleures inventions viennent du manque. J'avais pensé à Hélène et à ses livres dans la librairie du centre commercial. À Moutet qui posait les vraies questions. À Rachid et à sa poignée de main ferme et sèche. Je pense souvent à ce qui fait qu'une vie prend une direction plutôt qu'une autre. Pas les grandes décisions dramatiques, les petites, les quotidiennes, les presque invisibles. La nuit de ronde où j'avais sorti mon carnet dans le couloir vide. La conversation sur le pas de la porte avec Sophia en uniforme. Moutet qui m'avait posé la question qui comptait. Mon père dans sa cuisine, les mains sur sa tasse de café. Ce n'est pas une histoire de talent ou de chance, même si les deux ont leur part. C'est une histoire d'attention. D'attention aux choses, aux gens, aux moments qui méritent qu'on s'arrête pour les voir vraiment avant de continuer. La rue en bas de la fenêtre vivait maintenant pleinement. Un livreur, pas le nôtre, un gars d'une autre entreprise, déchargeait des caisses devant une brasserie. Il travaillait vite, précisément, avec ses gestes économes de quelqu'un qui connaît parfaitement ses mouvements. Je le regardais sans raison particulière, juste pour regarder. Mon père m'avait appris ça. Regardez. J'ai bu mon café. Dehors, Marseille continuait. Moi aussi. Il y avait une chose que je n'avais jamais dit à voix haute, même à Sophia, et que je dirai ici parce que c'est le fond de l'histoire. La vraie question que je me posais depuis l'enfance, depuis les escaliers de l'immeuble de la Castellane et les livres de la bibliothèque et les nuits de ronde dans le centre commercial vide, ce n'était pas « est-ce que je vais réussir ?» C'était « est-ce que les gens comme moi ont le droit de réussir ?» Pas dans le sens légal du terme. Dans le sens intérieur, celui qu'on porte sans le formuler, cette conviction diffuse que certaines trajectoires sont réservées à certains profils, que les cases existent pour y rester, que le sourire de la conseillère bancaire au tailleur beige n'était pas une évaluation de mon dossier mais une évaluation de ma place dans le monde. Ce que j'ai appris, c'est que cette question-là n'a pas de réponse théorique. Elle a seulement une réponse pratique, qui se construit acte par acte, année par année, livraison par livraison, partenariat par partenariat. On ne prouve pas qu'on a le droit d'être là en le démontrant à quelqu'un d'autre. On se le prouve à soi-même, progressivement, jusqu'à ce que la question disparaisse parce qu'elle n'a plus de place dans la façon dont on habite sa propre vie. Je ne sais pas si la conseillère au tailleur beige m'a un jour revu. Elle a peut-être quitté cette agence, peut-être changé de banque, peut-être changé de ville. Je ne le saurai probablement jamais. Mais chaque matin quand j'arrive au bureau et que je passe devant le local racheté sous son agence, je ne pense plus à elle. Je pense à Henri le grossiste et à ses tomates. À Rachid et à sa poignée de main ferme. À Sophia et à ses calculs sur la table de la cuisine. À mon père et à son tablier de cuisine, ses mains rouges et cette phrase. Le travail, c'est ce que tu fais bien qui reste. C'est ce qui reste. Le reste passe.